de plus beau que d'être en votre compagnie ce petit matin du 12 décembre 2022. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour nous que vous nous ayez choisi pour vous booster en cette matinée. Mais avant de nous réchauffer, j'ai une très bonne nouvelle pour nous. Nous sommes en compagnie de Modeste Dossou-Togbe. Modeste, bonjour. Bonjour Ichiji et bonjour aux amis téléspectateurs. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Très bien, ça peut aller. Et bon, on espère que la semaine voilà, soit assez fructueuse pour nous et aussi pour les amis téléspectateurs. Super, mais dites-nous, déjà en week-end, qu'est-ce que vous avez fait de particulier? C'était quoi la particularité de ce week-end? La particularité de ce week-end, ça a toujours été pareil. Et déjà la moitié du week-end au travail. Oui. Et le second week-end, le deuxième jour du week-end, le dimanche déjà, juste préparer cette semaine qui vient de commencer. Et bon, je pense qu'on prend tout le plaisir et on se repose un tout petit peu quand même pour avoir assez d'énergie pour reprendre cette lutte, reprendre cette émission matinale et en compagnie de nos amis téléspectateurs. Super, mais tout au moins, on espère que la famille, vos proches, ils ont profité de vous. Oui, même si c'est quand même pas le temps voulu, c'est quand même pas la durée voulue, mais avoir quand même votre proche à côté de vous, même si c'est pour un instant, si c'est pour une demi-heure, c'est quand même un plaisir. On a du plaisir, on y gagne quelque chose. Ah bah super. Donc, tout de suite, nous allons démarrer avec Pratique Sport.
C'était Eskil Kozoume avec qui j'espère que vous vous êtes bien défoulé derrière vos petits écrans. Modeste, je me suis toujours posé une question. Vous voulez savoir laquelle? Oui, c'est quoi la question? C'est quoi votre activité physique la plus favorite? C'est les travaux domestiques. On paie assez de calories. Puiser l'eau, par exemple, c'est déjà une activité. Et pourquoi pas, même vous lavez, vous finissez des fois pour vous laver. Là, c'est pas juste c'est aussi une activité. Non. Parce que vous faites bouger vos muscles. Se laver juste.
Oui, mais c'est quand même une activité. Vous n'allez pas vous asseoir, rester les bras en croix. Et vous considérez ça comme vraiment une activité physique? Oui, c'est une activité, hein, même en marchant, les quelques pas que vous faites, même si c'est les allers-retours, avant de vous apprêter pour le boulot, c'est déjà des calories de moins. Et moi, je considère comme une activité physique. Enfin, si vous le dites, c'est bien d'accord, c'est pas bien grave. Oui, hier dimanche, c'est un jour culte pour ETélé Bénin. Oui, dimanche hier, c'était Dimanche c'est politique avec toutes les rubriques qui sont passées, l'entretien, le duel, l'hebdo des éditorialistes et en soirée le décryptage du consultant politique Agapit Napoléon Mafroican. Nous vous proposons de suivre le résumé dans Télé d'hier. Vous savez, quand vous êtes à la tête d'un État, c'est vrai, vous-même en tant qu'individu, vous n'êtes que la représentativité. Mais vous ne pouvez pas toujours vous offrir tout ce qui est bien à vous seul. Si vous suivez le discours, d'abord, vous devez vous en rendre compte que le chef de l'État, il s'est mis au-dessus de tout le monde. Et j'apprécie en lui son éloquence. Moi, j'apprécie l'homme parce que quand il le dit, il le fait. Les preuves sont là. Je voudrais d'abord, personnellement, remercier le président de la République pour avoir porté cette œuvre salvatrice sur la personne de sexe féminin. Parce que, entre autres variables de la déscolarisation des filles, figure le défaut de soutien. Et les promesses n'engagent qu'à ceux qui y croient. Oui. Oui, c'est lorsque les salariés vont commencer par constater l'effectivité de cette promesse sur le salaire à compter du mois de décembre dans lequel nous sommes, que nous allons dire que le chef de l'État a fait ce qu'il a dit. Si je vois mon vis-à-vis refuser de reconnaître que quelque chose de positif a été fait, ouais, c'est un peu décourageant. Quand les gens font des efforts et que ceux à l'endroit de qui ces efforts sont fournis ne sont pas en mesure eh bien, d'apprécier la portée de ces efforts, ça décourage celui qui fournit l'effort. On ne peut que l'accompagner sur son projet de société qui se retrouve entièrement dans son programme d'action. Du coup, si on doit apprécier, on ne peut pas trouver autre chose que ça. Ça, c'est quand même l'effort collectif. Donc, il faudrait saluer ça en disant oui. Quand vous avez ça, vous ne pouvez que être autosatisfait. Est-ce que c'est de l'autosatisfaction même? C'est de la satisfaction légitime. En grosso modo, moi je pense que c'est un exercice très bien réussi. Oui. Parce que tout a été bien dit, et tout a été bien passé au scanner, et il n'y a plus même rien à dire. Oui, c'était Télé d'hier, le résumé de toutes les émissions qui ont eu lieu hier dimanche sur notre chaîne de télévision. Nous allons à présent faire un tour avec Modeste pour découvrir ensemble c'est quoi le prénom qu'elle nous a préparé aujourd'hui ou le prénom que nous allons découvrir ensemble, puisque moi-même, je ne sais pas quel prénom elle veut nous parler aujourd'hui. Modeste, vous pouvez nous le souffler? Oui, mais c'est un prénom qui commence par C et un O, un C suivi de O. Bon, vous allez découvrir. Coco? Non, pas Coco. Pas Coco. Même pas Coraïde. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est un Coralie? CO. Non, Coraïde? Non, c'est un C quand même. En tout cas, alors la découverte du prénom du jour juste après ce jingle.
Modeste, c'est quoi? Alors, amis téléspectateurs, Wichiti Bagiti, ce lundi 12 décembre 2022, nous fêtons les Corentins. Nous fêtons aussi les Corinnes, les Coralie. Ces prénoms ont une origine celtique et viennent de Coventern qui veut dire ouragan. Le prénom corentin est dérivé du prénom breton Coaran qui signifie ami. Donc, quand vous avez un ami corentin, c'est quand même un vrai ami. Et là, il fait référence à Saint Corentin qui fut évêque au 5e siècle. Le Saint Corentin était un émite vivant dans la forêt de Posaï en Harmonie. Vers la fin du 5e siècle, il fonda un monastère en Cornouailles et devient évêque en Quimper. C'est un saint très populaire en Bretagne. D'accord. Il faut aussi dire que nos amis coraïdes en matière de karaté ou le karaté, ils sont souvent empathiques et à l'écoute. Corentin a un caractère très généreux. Corentin est de surcroît en demande d'affection. Ses buts seront atteints s'il est préservé et n'hésite pas à se mettre au défi. Côté émotionnel, il est sincère mais également très intrusif. Oui. Et il faut aussi dire enfant corentin. C'est quand même des enfants qui n'aiment pas l'indifférence. En revanche, ils apprécient des sorties en groupe. C'est un fait d'être souvent sollicité et essentiel aux yeux des autres. Il est important de montrer à ces Corentins qu'on est un peu faible. Il faut en outre lui dire quand il va trop loin afin qu'il apprenne à rester à sa place quand il le faut. Alors, le profil des Corentins porte un intérêt certain au regard des autres et à ce qu'ils pensent de lui. Il soigne son image, cherche l'approbation de ses pairs, veut être aimé et reconnu dans ce qu'il fait. Il est aussi ambitieux et n'a pas peur de changer. Il aime défier les autres. Et aussi, Corentin était sûrement assez casse-cou pour ses amis. Et oui, aujourd'hui, même s'il est devenu plus raisonnable, les Corentins d'aujourd'hui, comparativement aux Corentins d'hier, ils détestent se restreindre et peuvent sacrifier beaucoup de choses pour une passion. Pour les Corentins, évidemment, la femme représente un prestige. Ah oui. Donc, si on chercherait un don Juan, on va trouver parmi les Corentins. Oui, vous n'avez quand même qu'à donner le prénom Corentin à votre ami, à votre enfant aujourd'hui, si vous voulez qu'il soit cet homme aimable, assez aimable. Ah bon, c'est ce que vous dites. Alors, il faut aussi dire qu'il cherche à épater son entourage et à s'épater lui-même. Il a besoin d'une femme stable, émotionnelle et optimiste, voilà, pour pallier sa nature. Corentin est attentionné, sincère et droit. Le mariage ne lui fait pas peur. Le jour, il aura trouvé sa moitié, celle qu'il considère comme la femme de sa vie ou la femme extraordinaire du monde. Il n'hésitera pas à s'engager. Pour finir, Corentin n'est pas toujours très facile à vivre, amis téléspectateurs, mais il est généreux, honnête et ambitieux. Une chose est sûre, on ne s'ennuie jamais avec lui. Et s'il lui arrive de charmer, il ne papillonne jamais. Il cherche simplement à briller dans les yeux des autres femmes. Et on a quand même essayé de voir s'il y a des Corentins célèbres, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Corentins célèbres. Alors là, bon, quand même bonne fête de Saint-Patron à tous ceux qui se prénomment Corentin. Oui, effectivement, je connais quelqu'un qui s'appelle Corentin. Je connais également une Corinne. Je leur souhaite bonne fête de Saint-Patron et
que de belles choses dans leur Mais vie. qui sont quand même célèbres dans leur Dans entourage. leur entourage, dans leur milieu. Eh bien, merci Modeste pour le prénom du jour qui portait sur Corentin, Coralie, Corinne et tout ce qui va avec les cocos. Oui, les cocos. Les cocos, et on salue les cocos, tous les cocos, même les cocos qui ne se retrouvent pas dans Oui, mais ce à la prénom maison, du le jour. diminutif, le prénom, c'est Coco. Coco. Oui, c'est ça. Eh bien, super. Nous allons passer tout de suite à l'éphéméride que j'aurai le plaisir à vous présenter. Éphéméride du 12 décembre. Là, nous retournons très loin. Modeste, vous pouvez imaginer en quelle année nous retournons? Il y a 70 ans. Non, plus. 200 ans. Plus. Au XVIIe siècle, au 5e. Nous retournons en l'an 1162. J'imagine. Oui, c'était la pose de la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La construction était lancée sous le règne de Louis VII, dit le jeune roi, en 1162. En 2013, Notre-Dame de Paris célébrait ses 850 ans. Bien enracinée sur l'île de la Cité depuis plus de 8 siècles, la cathédrale est l'un des monuments les plus célèbres de la capitale et un témoin privilégié de l'histoire de France. Sa construction a duré près d'un siècle, sans compter les modifications qui ont suivi et notamment les travaux controversés de Viollet-le-Duc au XIXe siècle. C'était le monument historique le plus visité de France jusqu'à ce qu'un terrible et spectaculaire incendie le ravage le 19 avril 2019, suscitant un choc partout dans le monde. En 1963, le Kenya devient indépendant avec à sa tête Jomo Kenyatta. Quelques mois après l'octroi de l'autonomie interne et l'adoption d'une constitution provisoire, le Kenya, une ancienne colonie britannique située sur les côtes de l'océan Indien, proclame son indépendance. La révolte des Momo de 1952 à 1956 provoque la proclamation de l'état d'urgence au Kenya. Le 12 décembre 1963, le Kenya obtient son indépendance et pendant un an, devient un royaume du Commonwealth avec pour chef d'État la reine Elisabeth II. Elle est représentée sur place par un gouverneur général, Malcolm MacDonald, avec Jomo Kenyatta pour Premier ministre. Dès décembre 1963, le Royaume-Uni fait signer au Kenya des accords militaires leur reconnaissant le droit d'utiliser le Kenya comme base militaire pour d'éventuelles opérations dans la région. Mbiyu Kwanange, nommé ministre d'État, est l'éminence grise du pouvoir et le reste jusqu'à sa mort. Le Kaddu, qui perd les élections générales de 1963, s'autodissout et rejoint le KANU. Le Kenya devient de facto un État à régime monopartite, mettant aussitôt fin aux espoirs des indépendantistes radicaux de redistribution des terres. Les terres sont rachetées aux colons qui veulent partir et revendues au Kenya qui en ont les moyens. Les capitaux britanniques sont épargnés et les investissements étrangers encouragés. Le choix d'une économie de marché renforce une classe de capitalistes locaux au détriment des anciens rebelles au sujet desquels Kenyatta déclare « Nous ne laisserons pas des gangsters diriger le Kenya. Les Momo étaient une maladie qui a été éradiquée et qu'il nous faut oublier à jamais. » En 1992, en Indonésie, un séisme fait plus de 1200 victimes. Le violent séisme 6,8 sur l'échelle de Richter, qui a secoué le 12 décembre l'île indonésienne de Flores, a fait au moins 1100 morts dans la seule ville de Momer, qui comptait 70 000 habitants, qui, selon l'agence officielle indonésienne, a été réduite à 90%. Le séisme, qui a été suivi d'un raz-de-marée, a frappé d'autres villes de Flores pour lesquelles aucun bilan n'avait encore été fourni jusque-là. En 2000, c'était la signature d'un accord de paix à Alger de l'Éthiopie et l'Érythrée sous l'égide de l'ONU.
Les accords d'Alger sont un traité de paix sous la direction de l'ONU visant à mettre un terme officiel à la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie qui s'est déroulée entre 1998 et 2000. Ils sont signés le 12 décembre 2000 à Alger, en Algérie, entre le gouvernement de l'Érythrée et celui de l'Éthiopie. En 1998, l'Érythrée et l'Éthiopie entrent en guerre à la suite d'un problème au niveau de leurs frontières communes, une guerre qui fera entre 70 000, 80 000 et 100 000 morts. Un premier compromis avait été trouvé en 1999 par la signature de l'accord cadre d'Alger sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine, mais la guerre continua. Le 12 mai 2000, les combats entre les deux pays sont encore plus violents. Ils surviennent le lendemain de la visite de 7 membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies dans les deux capitales. En conséquence de cause, le Conseil de sécurité adopte 2 résolutions, la 1297 et la 1298, accord de cessez-le-feu qui avait été demandé à être respecté une nouvelle fois le 12 décembre 2000 dans l'accord d'Alger. En 2021, pour finir, la Nouvelle-Calédonie rejette son indépendance de la France lors d'un référendum d'autodétermination. Le référendum de 2021 sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est un référendum d'autodétermination organisé le 12 décembre 2021. Il s'agit du dernier des 3 référendums prévus dans le cadre de l'accord de Nouméa de 1998, après celui de 2018, ainsi que du 4e et dernier référendum organisé sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, un premier ayant été organisé en 1987, mais boycotté par les indépendantistes. La tenue de ce référendum est formellement demandée au gouvernement français le 8 avril 2021 par les 2 groupes du FLNKS. Pour satisfaire aux exigences des indépendantistes, le droit de vote est restreint aux citoyens français résidant de longue date et de manière continue en Nouvelle-Calédonie, excluant notamment les personnes installées après 1994. Contrairement aux 2 précédents, le référendum de 2021 fait l'objet de boycott de la part des indépendantistes en raison du refus de l'État d'en repousser la date d'organisation. Le non à l'indépendance l'emporte à 96,50% des suffrages exprimés sur fond de forte baisse de la participation par rapport au référendum précédent. Le référendum de 2021 marque la fin de la période définie par l'accord de Nouméa à laquelle doit suivre une transition permettant de définir un nouveau statut pour l'archipel au sein de la République française, le texte devant être lui-même soumis au référendum. Et voilà, c'est l'éphéméride du 12 décembre. C'est vrai, c'était un peu long car il y avait assez d'informations pour cette date. Et nous allons passer à Info Matin. Je me prépare pour cela. On se dit à tout à l'heure. Me revoilà avec vous, mesdames et messieurs. On démarre avec les titres. Le discours de Patrice Talon sur l'état de la nation jeudi dernier devant la représentation nationale et les mesures de revalorisation salariale, c'est autour de ces 2 sujets que les échanges ont porté sur les différentes émissions politiques de votre chaîne ce dimanche. Les appréciations et analyses dans cette édition. L'Association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin, en collaboration avec le gouvernement, a organisé à Cotonou la semaine de l'ananas. Compétitivité et développement durable de la filière ananas, c'est le thème choisi pour la circonstance.
L'œuvre littéraire sur la philosophie africaine, critique de l'ethnophilosophie du philosophe béninois Paulin Rontonji, est retenue parmi les 100 meilleurs livres africains du XXIe siècle. À ce titre, l'auteur a été honoré à la faveur d'une cérémonie. Les détails sont à suivre. À nouveau, bonjour. On démarre cette édition avec le point des plateaux de l'émission Dimanche c'est politique d'hier 11 décembre. Les débatteurs ont été invités à se prononcer sur les mesures sociales de la revalorisation des salaires et le discours du président de la République sur l'état de la nation. Les réactions et analyses dans cet élément. À plusieurs reprises, le président Patrice Talon, dans son discours sur l'état de la nation, a salué la résilience du peuple béninois et sa contribution à la construction du Bénin d'aujourd'hui. Le sociologue Kalis Khouédé trouve logique cette démarche. Pour lui, c'est un acte de reconnaissance. Quand vous êtes à la tête d'un État, c'est vrai, vous-même en tant qu'individu, vous n'êtes que la représentativité. Mais vous ne pouvez pas toujours vous offrir tout ce qui est bien à vous seul. D'accord? Puisque quand les initiatives qui ont été prises doivent bénéficier d'une phase d'exécution, et en la matière, ce sont les citoyens qui vont contribuer à cet effort, parce que vous pouvez prendre cette disposition et qui n'ont rien produit. Donc je pense que c'est un acte de reconnaissance pour ne pas s'auto-flageller par rapport aux résultats qui sont obtenus. Les perspectives du gouvernement pour le secteur de l'éducation, notamment la généralisation du programme des cantines scolaires et l'exonération des frais de scolarité aux filles d'un certain nombre de localités, réjouit le sociologue. Il estime que cela va sans nul doute maintenir les filles à l'école. Je voudrais d'abord, personnellement, remercier le président de la République pour avoir porté cette œuvre salvatrice sur la personne de sexe féminin. Parce que, entre autres variables de la déscolarisation des filles, figure le défaut de soutien. Au Bénin, les parents soutiennent moins les enfants quand il s'agit de la scolarisation. Je pense que le président de la République, en mettant l'accent sur ces appuis vont contribuer à maintenir davantage les filles dans le dispositif. Mais à condition que, ça je m'attelle bien mes mots, que d'autres aspects des questions de la scolarisation des filles soient gérés dans une dimension holistique. Sur le duel, Zulkifli Ali attend de voir les travailleurs constater l'augmentation de leur salaire avant de croire à cette promesse de revalorisation. Il y a tellement de tollé autour que je me demande si en janvier 2021, quand il y avait eu le réveil des impôts que nous avons au Bénin depuis fort longtemps, on a parlé de l'IPTS, des impôts appliqués au salaire. Il n'y a pas eu de tollé comme ça. Les gens n'ont pas eu à dire quoi. Ils ont créé des charges aux travailleurs. Mais déjà que nous avons eu ce qu'on appelle de la compensation sur des charges créées, il y a tout tollé. On a commencé par crier. Pour ce qui est du passage de 9 mois à 11 du salaire des aspirants au métier d'enseignant, Zulkifli estime qu'il n'y a pas eu de grandes avancées. Son vis-à-vis n'apprécie pas une telle argumentation. Quand j'ai appris cela, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire d'autant plus que j'ai compris que les 11 mois aussi, il faut qu'on explique ça à nos aspirants pour qu'ils comprennent bien que ce n'est pas qu'ils vont rester à la maison pour percevoir. On peut dire, il faut rester sur les 9 mois. Ce qu'on donne, l'augmentation qu'on veut faire de 9 à 11 mois, on prend et on met ça sur le salaire de 9 mois. Oui. On va parler de revalorisation, n'est-ce pas? Nous avons un président de la République qui réfléchit très bien, qui sait ce qu'il fait et c'est là où il va. Si les pressions seulement pouvaient l'obliger à faire certaines choses, je pense qu'il aurait dû faire beaucoup de bêtises. Mais c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et quand vous le regardez bien, tous les actes qu'il pose, il ne le pose jamais par hasard. Les journalistes reçus sur l'hebdo des éditorialistes sont satisfaits du bilan du chef de l'État. 80 milliards de francs CFA que le gouvernement a injectés pour construire beaucoup d'infrastructures en matière de sécurité. La lutte contre le grand banditisme, je vais parler du terrorisme, du djihadisme, mais le chef de l'État en a évoqué. On a vu un chef de l'État
qui est allé du début jusqu'à la fin, qui a passé au pays fait ses actions. C'était un bilan vraiment appréciable. Il a été reconnaissant à cette 8e législature. Et il a promis ensuite, en disant que les élections législatives à venir seront une fête. Ça, moi, je l'applaudis. Il salue l'effectivité de la revalorisation salariale promise par le gouvernement. Ils estiment que l'acte est salutaire et n'a rien d'électoraliste. Parce qu'il a dit, je vais faire, il l'a fait. Et il faut aussi concéder aux travailleurs l'insatisfaction. Ça, c'est humain. Personne ne peut dire, ça me suffit. La dite augmentation est historique. Si c'était pour les législatives, ça allait se passer autrement. C'est une augmentation assez intelligente. Dans le décryptage de ce dimanche, il a été aussi question du message du président de la République sur l'état de la nation. Le consultant politique a abordé point par point les différents angles abordés par Patrice Talon. Le résumé de son intervention avec Mathieu Bokor et Stélia Padonou. Jeudi 8 décembre 2022, le chef de l'État, Patrice Talon, prononce devant les députés son discours sur l'état de la nation. Un discours précis et concis selon Agapite Napoléon Maforican. Pour lui, comme d'habitude, le président de la République a réussi une fois encore cet exercice constitutionnel. Le discours montre que la machine du développement est vraiment relancée. Au départ, il y avait le chaos. C-H-A-O-S. Il n'y avait rien, totalement. Et les gens commençaient par créer, pour combler les trous, créer les histoires de vacataires par-ci, de trucs par-là. Quand Boni Yaya est arrivé, on lui a dit non, l'école lui-même a constaté. Il a reversé presque 11 000 affaires. 11 000. 2007-2008. C'est tout un mêlé-mélo avec des niveaux disparates. C'était un gros problème. Et des revendications à la chaîne. L'engagement pris devant le Parlement a porté ses fruits, explique le consultant politique. De toute évidence, le discours sur l'état de la nation pose les jalons d'un développement socio-économique, institutionnel et politique, social durable. Si on fait le point, c'est près de 200 milliards. En dehors des 130 milliards qui ont été éjectés en début d'année pour régler la question de la vie, renoncement aux taxes, par-ci, par-là, soutien d'autres, maintien de prix, et ajouter à 60 milliards, ça c'est quand même l'effort collectif. Donc, il faudrait saluer ça, en disant oui, quand vous avez ça, vous ne pouvez que être autosatisfait. Est-ce que c'est de l'autosatisfaction même? C'est de la satisfaction légitime. Sur la question de la reconnaissance des mérites du bloc républicain et de l'Union progressiste, le renouveau, par le chef de l'État, le consultant politique affirme. Qu'est-ce qu'on reproche au chef de l'État? D'avoir dit merci aux siens. Je vous l'ai dit, la démocratie, son socle, c'est le régime parlementaire. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui cherche sa majorité au Parlement. Et donc, quand le gouvernement félicite sa majorité, remercie sa majorité parlementaire, qui lui permet de mettre en œuvre sa politique, en quoi il y a faute? Cela dit, ici on est en régime présidentiel. Et ça donne encore du poids à l'initiative présidentielle. Moi, ce que j'ai lu là, c'est peut-être pour désamorcer la crise. Je suis de ceux qui pensent que le chef d'État a été obligé d'intervenir comme ça pour désamorcer la bombe de récupération sur le terrain. L'ex-président Nicéphore Soglo s'est aussi prononcé sur le message du chef de l'État. Mais une question que pense Agapite Napoléon Maforican de ce communiqué de l'ancien président. Le président Soglo, je suis content qu'il ait pu faire cette sortie. C'est bon, c'est heureux. Il a mis des bémols, il attend d'autres actions. Oui. Il attend des actions. Il attend des actions vers les étudiants. Donc, bon voilà, le chef d'État sans doute l'a entendu. Occasion pour le consultant politique de donner son point de vue sur le silence de l'opposition qui, jusqu'à ce jour, ne s'est pas prononcé sur le discours. Moi, ça ne me surprend pas. Parce que l'opposition au Bénin ne produit pas le contenu. L'opposition au Bénin produit de la réaction lapidaire, c'est péremptoire. Il n'y a pas un travail de contenu qui est fait en termes d'alternative, en termes d'un autre regard sur la situation. Lorsque j'entends dire il a fait son travail, oui, mais il a fait son travail. Et pourtant, on peut faire son travail et être récompensé. Quand le président Soglo dit c'est bien, mais il faut penser aux étudiants. C'est un angle de vue. Mais au moins, lui, il a vu cet angle. Dans ce discours, la plupart des secteurs d'activité ont été abordés, sauf la presse. Elle est pourtant le quatrième pouvoir et surtout l'organe qui relaie cette actualité. Les médias seraient-ils les grands oubliés? Agapite Napoléon Maforican a abordé le sujet.
suis surpris depuis quand même quelques temps que nos médias ne soient plus au cœur de l'action publique. Avant, quand quelqu'un parle, il parle de l'aide à la presse, de l'appui des médias, du rôle des médias, les médias dans le quatrième pouvoir. Mais avec le président Yahi, déjà, on a commencé certaines frictions, même si le code de l'information a été voté. Avec le président Talon, candidat, il a quand même dit un certain nombre de choses qu'il allait faire à son arrivée et qui ont été transférées dans le projet de revue constitutionnel qui n'a pas pu aboutir. Mais après, depuis son arrivée, la seule chose que les médias ont réussi à faire, c'est la lamentation sur des contrats rompus. C'est la lamentation sur le fonds de la média, le fonds d'aide qui n'est pas réel. C'est la lamentation sur l'aide de l'État à la presse. Il n'y a pas de lamentation à faire. Le tigre ne proclame pas sa ségritude, a dit l'autre. C'est quand même un grand célèbre qui a dit, c'est un classique. Cette phrase doit être écrite au fronton de la profession. Le tigre ne proclame pas sa ségritude, il bondit après. C'est ça on a dit. On ne peut pas se lamenter. Celui qui est là, il connaît la presse. Le président Talon a beaucoup d'amis dans la presse. Il en avait. Donc, il connaît les médias, il connaît beaucoup d'acteurs de médias. Il a beaucoup d'amis parmi eux. Alors, le problème qui se pose, c'est que lorsque Patrice Talon devient président de la République, qu'est-ce que la profession lui a demandé réellement? Rien. Quelle organisation la profession a eu à faire pour vraiment lui montrer qu'elle est une force disponible, capable d'accompagner le pays dans le travail qui est fait. Lorsqu'on dit que la presse était le quatrième pouvoir, ce n'est pas parce qu'il relayait les autres, c'est parce qu'il faisait les autres. Les médias étaient faiseurs de rois. Et l'OETB a fait des rois. Au lendemain de la conférence nationale, l'OETB, sur son action, a permis de mettre en lumière certaines valeurs, de certains visages. Nous devons analyser la vie des médias avec l'avènement des réseaux sociaux, du numérique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. À chaque seconde, ce qui se passe est déjà relayé par les réseaux sociaux. Avant, c'est les agents de presse qui avaient ce mérite. Aujourd'hui, on n'entend plus. Les réseaux sociaux sont devenus des agents de presse, produisant toutes sortes d'informations, des normales ou des fakes. Il appartient quoi aux médias de se donner leur part, de changer le paradigme. Est-ce qu'on a réussi à changer le paradigme? C'est là la question. On passe à autre chose à présent. La ville de Cotonou a servi de cadre du 9 au 11 à la semaine de l'ananas. 3 jours durant, il s'est agi d'une part pour les acteurs du secteur de faire découvrir au grand public les diverses variétés de l'ananas frais et de ses produits dérivés et d'autre part de discuter des nouveaux enjeux de la filière. Le point de la cérémonie de lancement avec Jeannot Dopignon. Plusieurs acteurs intervenant dans le secteur de l'ananas au Bénin réunis pour le lancement de la semaine de l'ananas. Après l'étape d'Alada en novembre dernier, c'est Cotonou qui achève la première édition de cette activité. La présente semaine de l'ananas nous permettra de promouvoir l'image de l'ananas du Bénin et ses dérivés au niveau local, sous-régional et international. Du 9 au 11 décembre à Cotonou, des échanges B2B entre promoteurs, acheteurs et fournisseurs de services sont prévus pour renforcer les relations marketing au profit de l'émergence du secteur. Et pour ceci, les émissaires du gouvernement viennent donc insister sur les potentialités que ce fruit roi peut apporter à l'économie béninoise. Quand on prend le secteur agricole, les deux produits avec lesquels on peut mieux impressionner au Bénin, c'est la noix de cajou et l'ananas. L'IG, ananas, c'est quand même le premier produit au Bénin qui a atteint ce statut. Ce n'est pas à négliger et c'est grâce à vos efforts. Les rendements se sont améliorés et ça c'est important. La production progresse. 406 000 tonnes en 2021. L'un des objectifs de développement du secteur en conformité avec le programme d'action du gouvernement est de passer à la transformation de l'ananas en différents produits. Nous avons également aujourd'hui déjà sur le marché du jus d'ananas, de l'ananas déshydraté, du vin d'ananas. Mais nous vous encourageons également au ministère, donc là je vais parler en charge de l'industrie, de continuer à innover et de continuer à nous mettre à disposition des produits que nous ne connaissions pas. Il y a quelques années, aucun d'entre nous n'aurait pu penser que nous serions aujourd'hui capables de commercialiser du vin d'ananas. Nous avons également des pâtes d'ananas que nous ne commercialisons pas encore aujourd'hui en grande quantité et divers autres produits que nous comptons sur vous pour voir apparaître sur le marché. Dans un contexte où le produit bio est priorisé, les partenaires nationaux et internationaux réitèrent leur soutien aux producteurs. Avec la qualité de notre ananas, l'engagement de l'État béninois, le soutien des partenaires techniques et financiers et la mobilisation de tout acteur, je n'ai pas de doute que nous arrivons ensemble de relever de ces défis pour rendre encore plus compétitif l'ananas du Bénin et de ses dérivés. Le maire de la ville de Cotonou, honoré de la présence de ces hommes et femmes, principaux acteurs de l'épanouissement de ce secteur dans notre pays. Il les encourage à maintenir le cap.
Et nous savons les problèmes qui se posent dans les communes par rapport à l'accès aux terres et beaucoup d'autres choses. Je prends l'engagement qu'à la prochaine réunion que nous aurons au niveau de la LCB, j'inviterai vos représentants pour qu'une discussion se fasse entre les communes béninoises et vous. Vous savez, dans une classe, lorsque vous avez été dernier et que vous devenez avant-dernier, on vous félicite. Vous avez fait un effort. Et quand vous avez été premier, vous devenez deuxième, on dit qu'il y a un problème. Donc quand on a été premier, il faut pouvoir rester premier. C'est ça le challenge. À la fin des échanges, une foire spécialement destinée aux produits dérivés de l'ananas et fabriqués au Bénin s'est ouverte du 9 au 11 décembre 2022. Le public y est convié. Un dernier élément, ce jeudi 8 décembre, le philosophe béninois Paulin Rontondi a reçu les honneurs et félicitations de la communauté universitaire et du gouvernement. Ceci pour avoir vu l'un de ses ouvrages classé parmi les 100 meilleurs livres africains du XXIe siècle. C'était en présence de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et de bien d'autres personnalités. Le compte rendu avec Modeste Dossou-Togbe et Paul Esther Saoussi. Sur la philosophie africaine, critique de l'ethnophilosophie. C'est un recueil d'articles dont le plus ancien date de 1970. Cette œuvre de près de 300 pages est de Paulin Rontondi, spécialiste de philosophie africaine et auteur de plusieurs ouvrages. Un ouvrage qui lui a permis d'être sélectionné parmi les 100 meilleurs livres africains du XXe siècle. Ce livre retrace la genèse et l'évolution de sa réflexion sur l'objet, les enjeux et la différence entre la philosophie africaine et celle occidentale. Le livre est présenté au public béninois à travers un moment de reconnaissance, de témoignage et d'honneur à l'auteur. Seul béninois faisant partie de ce classement. Lorsqu'on est aux côtés du professeur Rontondi, dans les circonstances qui sont venues ce soir, on ne peut que être fier. Vous savez que moi, mon travail, c'est de vendre notre pays, c'est de porter le Bénin dans ce qu'il peut avoir de beau, de grand, vers le monde, et de faire en sorte que cet attrait-là amène le monde aussi à venir vers le Bénin. Vous savez, je reçois beaucoup d'études, d'écrits, je fais faire des choses, mais ils sont deux qui, lorsqu'ils m'envoient des documents du Bénin, je n'ai rien à dire, rien à redire, ou je n'ai aucune correction à faire. Je ne citerai pas la deuxième personne, mais l'une des personnes, c'est le professeur Paulin Rontondi. C'est un défi pour nous tous. Défi à travers ce livre, c'est comment nous allons tirer nos sources d'inspiration de cette démonstration de l'humilité de l'homme et de la grandeur de l'homme, pour encore booster ce que nous savons faire, afin que cette œuvre continue de nous inspirer. Dans le même sens, le président Nicéphore Dieudonné Soglo a salué l'auteur de par son engagement dans l'écriture et célébré cette belle œuvre. Pour des consommateurs du livre comme moi, cet activisme éditorial est un délice du pain béni à déguster à satiété. Avec le professeur Rontondi, il ne s'agit pas d'écrire juste pour exister parmi les auteurs, non. Sa foi et son engagement dans l'écriture ont traversé plusieurs générations. Je puis constater que l'auteur s'est plongé une nouvelle fois dans ce qu'il a fait de mieux dans sa vie, la philosophie. Paulin Rontondi remercie les uns et les autres. Il rappelle l'histoire de ce livre et précise que la thèse défendue n'a pas fait l'unanimité. Il a suscité un grand débat. Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec ce que je disais. Il a fallu s'expliquer, se réexpliquer, s'expliquer à nouveau. Ça n'a pas été facile. Peut-être pour cette raison que le livre a été considéré comme important. Ça ne veut pas dire que c'est le livre qui sort, qui exprime, qui rend public, qui révèle toutes les vérités. L'ethnophilosophie n'est pas le Bénin révélé. Mais c'est un livre qui invite à la réflexion.
Sorti depuis plusieurs années aux éditions François Maspero, ce livre a été retravaillé et le nouveau bébé est là. Sa problématique reste d'actualité. L'œuvre de Poney Rotondi est traduite en anglais, en allemand et dans les prochains jours en portugais et en chinois. À cette présentation, un exemplaire du livre a été vendu à l'américaine et offert au président Nicéphore Dieudonné Soglo qui à son tour en a fait don à la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi. La cérémonie s'est achevée par des dédicaces. Ainsi s'achève Info Matin. Surtout, ne bougez pas, on poursuit le réveil matin avec Actu sur la toile, question du jour. Et nous recevons en plateau Victor Bocor pour questions électorales au sujet du vote par procuration et par dérogation. À tout à l'heure donc. Nous revoilà en plateau. Je suis toujours avec Modeste Dossou-Togbe. Bonjour à nouveau. Bonjour Ichiji et bonjour aux amis téléspectateurs. Avec Modeste, nous allons parler de l'actualité sur la toile et c'est juste après ce jingle. Quelles sont les actualités ou qu'est-ce qui fait danser ou fait bouger la toile depuis ce week-end, Modeste? Alors, oui, Tchédji, amis téléspectateurs, la question c'est qu'est-ce qui vous arrive quand vous êtes face à un échec, quand vous êtes face à une situation et que vous avez échoué, par exemple, que ce soit un examen, que ce soit un concours. Est-ce que vous pleurez, oui, Tchédji? Sans pour autant me jeter des fleurs. Je n'ai pas encore échoué à un examen jusque-là. Oui, mais dans la vie active. Dans la vie active, bon, je ne saurais vraiment le dire, mais je pense que je vais vraiment me sentir très mal. Je n'ai pas encore vécu cette expérience, pour être franche. Donc, je ne saurais vraiment comment expliquer cela. Mais je sais que j'ai un mental fort, donc j'arrive à relever le défi. D'accord, je vous invite à suivre cette petite capsule. C'est une situation qui est arrivée le vendredi dernier. Oui. Et bon, ensuite on revient. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Alors là, je pense que c'est Cristiano Ronaldo. Voilà, du Real Madrid. Voilà, Cristiano Ronaldo le vendredi dernier, le Portugal face au Maroc au cours d'un match. Et malheureusement, le Maroc a pris le dessus. Et la capture a été faite quand Cristiano Ronaldo allait dans les loges. Et bon, il pleurait face à une situation donnée, face à l'échec. Le Maroc, Cristiano Ronaldo. Cette grande équipe, waouh! Alors ça a suscité assez de réactions sur la toile, assez de réactions. Et il faut dire que les téléspectateurs étaient quand même déçus en majeure partie. Les internautes étaient déçus en majeure partie parce qu'ils se disent c'est pas parce que tu as connu un échec que tu dois quand même fléchir et te mettre à pleurer. Alors les réactions, nous en avons eu la première réaction qui dit: calme mon idole, c'est la situation de la vie et ça va passer. Il dit Glory Naki qui nous dit la vie c'est pas niveau, c'est elle a la possibilité de t'offrir cette souffrance aujourd'hui. Demain tu vas sourire, on ne gagne pas tout le temps. Pour Élisée Amoussou, courage, les messages d'encouragement ne manquent pas. Et pour Joshua Rodrigue, vraiment mon king, je voulais bien te voir rentrer avec cette Coupe du Monde, mais hélas, le Maroc et l'Afrique. C'est pourquoi il faut aussi souligner que le Maroc est quand même le seul pays africain et qui est toujours en compétition. Et Bruno Renou qui dit, dans cette vie, quel que soit ce que tu feras, quand tu ne seras plus utile, voilà, tu seras remplacé immédiatement, nul n'est indispensable d'ailleurs. C'est en ce moment que ceux qui voulaient ton échec vont sortir pour manifester leur choix en pas des critiques. Et un dernier message qui dit, dans cette vie,
des Morocco. Ils ont quand même eu le Portugal. Au revoir Baba, qui est un message du Béouida. C'est tout pour l'actualité de Cristiano Ronaldo. Tout pour l'actualité du niveau sport. Et il faut aussi dire, je ne sais pas, vous avez une meilleure amie? Est-ce que j'en sais? Dites-moi. Alors, cette actualité, c'est une meilleure amie qui offre à sa meilleure amie, qui achète un iPhone 13 Pro Max à sa meilleure amie pour célébrer leurs 2 ans d'amitié. L'amitié qui est quand même un sentiment vrai et sincère qui unit 2 personnes. Alors, les internautes, vous savez qu'il ne manque aucune occasion pour exprimer que ça soit leur rage. Alors, il y a des Gueda Azoma qui dit, voilà, je partage mon amitié déjà plus de 10 ans avec un ami. Même Nokia, il ne m'a jamais donné. Alors, Rachida qui dit, on télécharge ce genre d'amitié sur quelle application, s'il vous plaît? Fanny qui dit, donc nous, 17 ans d'amitié, mon bonbon n'a pas donné un commerce. Et mon père Assa qui dit, c'est parce qu'il sort avec l'ami de son ami pour lui voler les yeux. Elle offre des cadeaux. Donc parce que l'ami sort avec peut-être le copain de l'ami, qu'elle veut juste lui emballer les yeux. Alors un dernier message qui dit, par les amitiés braca qu'on a ici dehors, ou un peu les congossas, les jalousies, les concurrences et la haine dans le cœur. Alors, la vie, c'est pas niveau. Si elle a la possibilité, voilà, d'offrir un tel cadeau, c'est une bonne chose. Mais moi, je ne peux dire merci au bon Dieu. Il faut aussi dire que l'amitié, c'est pas seulement les cadeaux, les présents. C'est simplement l'écoute. Est-ce que vous êtes là pour l'autre? Qu'est-ce que vous apportez à l'autre? Quelle plus-value vous apportez dans sa vie? Est-ce que cette personne peut quand même avoir confiance en vous, se fier entièrement à vous? Je crois bien que c'est ça le vrai sens de l'amitié. Merci Modeste, c'était l'actualité sur la toile avec elle. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour questions électorales et nous allons le faire ensemble avec Victor Bocon. Mais avant, passons à la question du jour avec Jacqueline à l'avant. Téléspectateurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve encore dans ce nouveau numéro de votre magazine Question du jour. Et comme vous le savez, c'est avec plaisir que je viens vers vous les lundis, mercredis et vendredis. Et aujourd'hui, je m'intéresse à un sujet un peu particulier. Je m'intéresse à votre S. Si vous devez décrire votre S en un mot, ce serait quel mot? Quel adjectif utiliserez-vous pour décrire votre S? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, et chez vous? Oui, je vais bien. Comment vous vous appelez? Mon nom, c'est Sofiane Amadou. Décrivez votre S en un mot. Votre S, petite amie, en un mot. En tout cas, elle est calme. Elle est calme, mais derrière cette calme-là, il y a l'enfer qui se trouve. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Et la soirée? Ça va, par la grâce de Dieu. C'est quoi votre nom? Mon nom, c'est Léonce. Décrivez votre S en un mot. Mon S, c'est-à-dire celle avec qui j'étais. Bon. En un mot. En un mot. Elle n'est pas mal. Voilà. Pas mal. Pas mal, voilà. Elle n'est pas mal. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais super bien chez vous. Oui, je vais également bien. C'est quoi votre nom? Mon nom, c'est Luc. Et monsieur Luc fait quoi comme travail? Bon, actuellement, je suis dans le commercial. Je suis un agent commercial. Décrivez votre S en un mot. Votre S. S en mot. Mon S, vraiment, c'est une, je dirais, c'est une dame très charmante.
Elle a exactement votre silhouette. Exactement votre silhouette, très charmante. Quand je regarde, je pensais même que c'est son visage que je suis en train de regarder. Je dis qu'il est sérieux. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Et la soirée, comment se passe-t-elle? Ça se passe très bien chez moi. Comment vous vous appelez? Je me nomme Serge Thierry Gaozi. Monsieur Jerry, décrivez votre S en un mot. Je suis devant une caméra. Elle peut me voir à tout moment. En un mot, bon. Je dis quoi d'elle? Votre S en un mot. Bon, c'est une fille bien. Elle est fidèle, tout. Mais. En un mot, en un seul mot. Un seul mot. Je dirais juste que. On n'est pas fait l'un pour l'autre. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien. C'est quoi votre nom? C'est monsieur Noavi Yaovi Raoul. Raoul. Alors, monsieur Raoul fait quoi comme activité? Je suis enseignant. Et décrivez votre S en un mot. Mon S. Mon S. Bon. En un seul mot, hein. En un seul mot. En un adjectif, hein. Bon, elle était pas mal quand même. Pas mal. Oui, pas mal. Merci, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Oui, je vais très bien de votre côté. Ah, je rends grâce. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Moi, c'est monsieur Hubert. Définissez votre S en un mot. Mon S, c'est un peu moi-même. Parce que souvent, on est en conflit avec soi-même. Son ego, c'est difficile de maîtriser, de contenir son ego. Donc, si je vais définir mon S, c'est moi-même que je ne supporte pas de l'autre côté. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Oui, je vais bien aussi. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Ken. Votre S en un mot. Je ne trouve pas le mot. Mon S en un mot. En un seul mot. En un seul mot. Sorcière. On dit de décrire ton S en un mot et tu parles de sorcière. Et vous, chers téléspectateurs, si vous devez décrire votre S en un mot, quel adjectif utiliserez-vous? On se dit à très bientôt pour une nouvelle question. Portez-vous bien. J'espère que vos S n'étaient pas des sorciers, des sorcières. Hein? Bye bye. Voilà, nous sommes avec Victor Bokor pour questions électorales. Victor Bokor, bonjour. Bonjour Wichedi. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bien. Vous avez bien démarré votre semaine? Elle a bien démarré. Ah bah super. Nous vous rappelons que Victor Bokor est expert électoral et avec lui, nous aborderons le sujet du vote par procuration et par dérogation. Déjà, Victor Bokor, qu'est-ce qu'on peut entendre par le vote par procuration? Non, vous savez que la loi donne la prérogative à tout acteur inscrit sur le fichier électoral, donc tout électeur, d'aller voter. Et d'ailleurs, la loi fait obligation justement aux électeurs d'aller voter. Mais dans ce processus-là, dans ce besoin, dans cette obligation d'aller exprimer justement son choix d'un candidat, d'une liste, il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, nous ne pouvons pas être à mesure
nous ne pourrons pas être à mesure justement de remplir cette obligation-là, Oui. et nous-mêmes. Et donc, nous serons obligés de trouver un mandataire, quelqu'un à qui nous donnons un mandat, Oui. justement, pour exercer ce devoir-là en notre nom. Et c'est cela, en fait, Oui. ce que c'est que la procuration et donc le vote par procuration. C'est dit, en fait, que je suis électeur, donc je suis bien inscrit Oui. sur la liste électorale, mais pour une raison ou pour une autre, pour raison de déplacement, pour raison de maladie, voilà, je ne peux pas en moi-même me déplacer Pour aller voter, exprimer exprimer mon justement vote. mon choix. Et donc, je délègue Oui. à une seconde personne, justement, cette prérogation-là, cette prérogative de voter en À lieu mon et nom. place, donc à mon nom. D'accord. Donc le vote par dérogation, c'est différent du vote par procuration. Il faut faire une nuance entre le vote par procuration et le vote par dérogation. Oui. C'est des prérogatives. Écoutez, La règle normale, c'est que vous partiez exprimer vous-même votre choix. Quand vous ne pouvez pas le faire et vous êtes empêché, vous avez la possibilité donc de trouver une procuration à quelqu'un. Oui. Mais dans le cas d'une dérogation, vous êtes hors de votre circonscription électorale. Oui. Vous êtes en mission à l'extérieur du pays alors que vous êtes inscrit sur la liste électorale peut-être dans la 15e ou la 16e circonscription. Nous Oui. sommes bien à Cotonou et vous êtes en mission peut-être sur Parakou. Vous devez exprimer justement votre vote parce que Oui. vous êtes loin de votre bureau Oui. de vote. Vous allez voter par dérogation parce que la liste électorale de la circonscription donnée ne porte pas vos noms, vos prénoms et donc vous n'êtes pas électeur sur cette liste-là. Il suffira de prouver que vous aviez un papier qui fait que vous êtes en mission Oui. et avec les pièces autorisées, et il faut justifier le fait que vous êtes inscrit sur la liste électorale. Donc, bien entendu, et pour ceux qui auront leur carte RAVIP, Oui. ils pourront aisément montrer en fait qu'ils sont électeurs, qui sont inscrits sur la liste électorale, et avec justement cette autre pièce justificative qui est peut-être un ordre de mission ou un titre, je ne sais pas, d'affectation, qui fait que pour certaines raisons, vous ne pouvez plus voter dans votre circonscription électorale. Et donc, ces deux pièces mises ensemble, vous vous présentez à votre bureau de vote et vous êtes enregistré justement dans le registre des votes par dérogation. La nuance, c'est que entre procuration et dérogation, dans la procuration, vous êtes dans votre circonscription électorale, vous êtes à votre bureau de vote, vous donnez votre carte d'électeur à une seconde personne qui va donc exprimer le vote en votre place. Donc la personne aura voté deux fois. Oui. Elle vote en son propre nom et elle votera pour vous. Oui. Elle ira voter dans votre poste de vote à condition que vous soyez dans le même bureau de vote. Ça, c'est la procuration. D'accord. Mais au niveau de la dérogation, vous êtes hors de la circonscription électorale, vous êtes bien inscrit sur la liste électorale et vous devez exprimer justement votre choix. La loi vous donne également cette prérogative. Alors, Victor Bocon, on va revenir au vote par procuration. Et qui sont ces personnes qui peuvent exercer le vote par procuration? Non, il y a la loi, quand on en vient au niveau de l'article 78, on l'évoquait tout à l'heure, c'est les acteurs sont clairement connus, sont identifiés. Oui. En fait, le problème ne se pose pas sur la qualité de la personne qui peut voter par procuration, mais sur les pièces qu'il faut pour aller voter par procuration. Oui. Si vous trouvez dans un cas d'indisponibilité, vous pouvez voter, vous pouvez donner mandat à une tierce personne pour aller voter en votre nom. Et cette procuration-là, elle est signée. Il y a le formulaire qui existe, qui est connu, et généralement qui est pris au niveau de la Sénat, qui est légalisé. Il y a une nuance. Si quelqu'un vous donne une procuration, et donc vous donne le mandat de voter en son nom, il peut se faire que cette personne-là, qui plus ou moins empêchée, la raison de son empêchement disparaît, elle peut se présenter à son bureau de vote. Dans ce cas-là, sa présence annule la procuration qui est faite et autres. Donc, elle doit voter d'elle-même. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la question. Alors, le thème mandat revient très souvent. Est-ce qu'on peut essayer de définir de manière terre à terre et vous avez été spectateur, c'est quoi un mandataire?
C'est ce que je le disais. Le mandataire, c'est celui qui reçoit pour ordre de voter au nom de quelqu'un, donc qui reçoit d'un mandat, justement, un mandat pour aller commettre justement l'acte de mandataire. Oui. Et c'est généralement un formulaire qu'on retire auprès de la Sénat dans le cas justement des élections. Et comment sont établis comment est établi ce formulaire en fait, le formulaire qui permet de voter par procuration? C'est un formulaire qui va porter les noms et prénoms, bien évidemment, et du mandataire et du mandaté. Oui. Et donc, c'est une procuration que moi, tant, je donne procuration à telle personne de voter en lieu et place de ma personne pour raison si et autres. Et ça, c'est remis à disposition par la Sénat. Quand vous êtes avec cette pièce-là, vous présentez à votre bureau de vote. Oui. C'est supposé que celui qui vous donne le mandat est également inscrit sur la même liste que vous, donc au même bureau de vote que vous. Donc il ne s'agira pas de voter dans un bureau A et sortir avec une procuration pour aller voter dans un bureau B. Non, on s'assure que vous êtes sur la même liste, vous êtes au même poste. Donc supposons que moi, il s'avère que je vote dans un bureau A et je ne suis pas disponible. Je demandais par exemple à Modeste d'aller voter à ma place. Donc je dois me déplacer, aller auprès de la Sénat avec elle pour pouvoir établir ce formulaire, c'est ça? Vous allez chercher votre formulaire que vous remplissez, que vous venez remettre. Vous remplissez, vous faites légaliser, que vous remettez justement à votre mandataire qui, accompagné de votre pièce d'identité, va enjoindre cela donc à la procuration et ira à votre poste de vote qui est également son poste de vote et va exprimer justement le vote en votre nom. Mais si entre-temps, les minutes qui suivent, vous-même vous représentez sur les lieux, il va sans dire que le mandat que vous lui délivrez devient caduc. Alors Victor, le formulaire de procuration est quand même mis à disposition des agents, des électeurs 15 jours avant les élections, selon les dispositions de la Sénat et d'après l'article 80 du Code électoral. Est-ce que c'est ça quand même lieu? Est-ce qu'on observe ce respect du délai? Oui, les gens font l'obligation de respecter le délai. Parce que, écoutez, les personnes généralement qui vont avec les procurations, ceux qui leur donnent mandat sont plus ou moins invalides, hospitalisés. Il y a des raisons qui les amènent à ne pas pouvoir exprimer leur vote. Donc, généralement, c'est des raisons de force majeure qui les empêchent justement d'aller, puisque la loi le fait obligation, d'ailleurs, à tout électeur d'aller voter. Donc, quand ils se retrouvent dans ce cas d'espèce-là, dans un délai raisonnable, la loi leur dit, écoutez, vous avez l'obligation dans le délai de 15 jours de, prendre votre procuration et désigner la personne qui ira le faire pour vous. Bien entendu, il peut arriver que le dommage intervienne au-delà des 15 jours. Il reviendra justement quand vous présentez au niveau de la Sénat pour avoir justement le papier à eux d'apprécier s'ils vous donnent justement la procuration ou pas. Mais ceci dit, quand vous faites la démarche, dans la majeure des parties des cas que nous avons pu constater, la Sénat a toujours été magnanime et donc permet justement de donner procuration à ces acteurs. D'accord. Et qu'est-ce qui prouve la validité ou l'authenticité de la procuration en matière de vote? Non, c'est un formulaire mis à disposition par la Sénat, donc c'est bien connu. Oui. Mais vous irez faire légaliser cela, sinon un kidam peut juste prendre un papier et puis venir présenter. Non, c'est un formulaire qui est sécurisé, qui est délivré par la Sénat. Les insignes autres sont là-dessus. Et quand vous vous présentez, on sait. Et puis les agents des différents postes de vote savent justement ce que c'est que la fiche de procuration. Ils ont un registre de vote par procuration. Ils ont également à leur disposition un registre de vote par dérogation. Et donc, ils sont formés pour cela. Ils savent un peu de quoi est-ce que ça retourne. Et donc, quand vous venez avec les pièces en question, ils ont la latitude d'apprécier. D'accord. Et quand il s'agit, par exemple, des élections présidentielles, et quand il s'agit d'un duo présidentiel, pour les candidats, le duo des candidats, est-ce que la procuration est valable pour les deux ou c'est valable pour une seule personne? Il faut faire une nuance, parce que ne mélangeons pas les choses. Quand on parle de duo de candidats, il y a qu'il faut un mandat qui les est donné. Mais ce mandat-là, il est différent de la procuration. D'accord.
il faut faire la nuance. Écoutez, et la loi dit que pour être candidat, il faut avoir un certain nombre de mandats. Oui. Et les mandataires sont bien connus. Pour les élections du président de la République, vous aurez ce mandat-là auprès des maires, Oui. vous les aurez également auprès des députés. Ce sont eux qui vous donnent le mandat et quand vous atteignez le nombre qu'il faut, vous avez la possibilité de déposer votre candidature. Ce mandat-là, il est différent justement du mandat que donne un électeur à un autre électeur pour aller en lieu et place de sa personne, aller voter. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. C'est un mandat que vous donnez, mais ce mandat, dans le cas d'espèce, c'est une procuration. Ce mandat s'appelle procuration. Et donc, c'est cette procuration-là qui donne la possibilité à la seconde personne de voter en votre nom. C'est la nuance qu'il faut faire entre le mandat qui est donné au duo du président de la République, qu'ils vont recueillir auprès donc, des maires et des députés pour aller déposer le dossier. Et c'est différent justement de ce que donne un électeur à un second électeur pour voter en lieu et place, pour raison d'indisponibilité ou de cas de force majeure. D'accord. Alors, Victor, je suppose que je suis une personne bien portante et que 2 ou 3 jours avant le scrutin, j'ai eu par exemple un accident et que je veux vraiment voter. Est-ce que dans ce délai, parce que le code parle de 15 jours, est-ce que dans ce délai de 3 jours, je peux aller chercher la procuration, le formulaire et mettre à la disposition de mon mandataire? On peut le formulaire et mettre à disposition. Vous savez qu'il y a un délai qui est donné. Et le délai, il est connu. On sait que 15 jours avant. Mais il peut se faire que pour raison de force majeure, il vous reviendra de trouver le mécanisme de vous rapprocher de la Sénat qui va vous donner justement cette procuration-là, ce feuillet, ce formulaire en question que vous irez remplir. Si vous y allez et qu'on trouve que le délai il est imparti et qu'on ne vous donne pas justement la procuration, c'est dit que vous ne pourrez pas aller voter, quoique vous aviez envie d'exprimer votre choix. Mais ceci dit, il reviendra justement à l'organe chargé de la gestion des élections, en l'occurrence la Sénat dans le cadre du Bénin, auprès de qui vous formulez cette demande-là, si elle acquiert, si elle vous donne accès à la pièce, vous irez voter. Au cas contraire, vous retenez que bon, vous ne pouvez pas voter. Oui, mais il y a quand même des imprévus et quand je fais valoir mon droit de vote, est-ce que la CELA n'est pas en mesure de mettre à disposition ce formulaire? Parce que je n'ai pas pensé avoir ce petit problème, cet accident en cours de route. Il faut éviter que les procurations soient des actes qu'on délivre n'importe comment, à n'importe quelle pièce, justement sur demande. C'est pourquoi la loi, juste pour sécuriser, les contraintes liées à cela, juste pour sécuriser, fait obligation dans un délai de 15 jours. Maintenant, ceci dit, et je le répète, si vous vous rapprochez de la Sénat et que les agents estiment, et sur la base des pièces que vous présentez, qu'on pourrait vous donner le quitus pour donner justement votre vote à quelqu'un et donc vous donner la procuration, on vous mettra à disposition justement cette pièce-là. Mais il est toujours bon de rester dans les délais légaux. D'accord. Est-ce qu'il y a possibilité que le mandant puisse annuler sa procuration? Oui, nous l'avons dit tantôt. Je vous donne procuration. J'ai la possibilité, si j'estime que les raisons de mon empêchement ne tiennent plus, ou bien si je me ressens une santé de fer, d'aller exprimer moi-même mon choix, je mets fin justement à la procuration. La seule présence de l'électeur à son poste de vote annule d'ailleurs la procuration qui est faite. Parce que si vous arrivez, que vous constatez que je suis venu moi-même voter, vous ne pouvez constater que en fait le mandat que je vous ai donné est devenu caduc. D'accord. Alors Victor, est-ce qu'on peut faire usage de procuration? Est-ce qu'on peut aller au-delà d'une procuration? Est-ce qu'on peut avoir 2 procurations par exemple? Non, vous n'aurez qu'une et une seule procuration, sinon cela va vicier un peu le vote. Si quelqu'un doit se présenter avec 2, 3, 4 et 5 procurations, ça devient dangereux. C'est vraiment suspect. On pourrait rentrer dans un jeu d'achat, justement, du vote des électeurs. Non, la loi dit que c'est juste une seule procuration
que vous aviez la possibilité d'avoir. Et donc, quelqu'un pourrait décider de faire de vous, justement, son mandataire pour aller exercer cet exercice-là. D'accord. Alors, en cas de décès, par exemple, tu as déjà une procuration. Est-ce que je ne pourrais pas avoir une seconde? Parce que vous dites qu'on ne peut avoir qu'une seule procuration. On retiendra que c'est une et une seule procuration. Alors, quelqu'un qui est décédé, peut-il valablement exprimer encore son choix? Non. Non, mais j'ai une question. Il y a un petit truc qui m'intrigue là. Oui. Supposons que la personne a donné procuration 15 jours avant. Oui. Et durant cette période, cette personne décédait. Bon, la loi n'a pas été dans toutes ces méandres-là, mais je dis ça, c'est des appréciations personnelles. Écoutez, si vous estimez que celui qui vous a donné la procuration arrivait à passer de vie à trépas, il vous reviendra, vous, à votre niveau, de vous dire en fait que ça fait 1 2 mois au fichier électoral. Et en temps normal, votre conscience devait vous dire, écoutez, elle m'a donné procuration, c'est vrai, mais à l'étape actuelle, bof, est-ce qu'il faut justement occuper cette procuration-là? Mais vous savez, les élections, c'est des enjeux. Et il est toujours important d'avoir des voix. Et donc, dans le cas d'espèce là, il peut se retrouver que des procurations qui sont déjà données, qui font acte, et donc qui sont toujours valables, peuvent, en tout état de cause, être utilisées pour le choix d'un candidat ou le choix d'une liste. Moi, je pense qu'il revient à l'appréciation du mandataire de voir s'il faut aller accomplir l'acte ou s'il faut s'arrêter parce que simplement celui qui me donne acte pour aller voter est passé de vie à trépas. Il faut aussi dire que toutes les personnes ne sont pas de bonne foi, il y a des personnes de mauvaise foi. Et d'autant plus que j'ai envie de donner ma foi et que j'ai reçu une procuration et que cette personne qui décède au cours de la période avant le scrutin, voilà. Est-ce que, bon, c'est vrai que déjà la déclaration ne va peut-être pas jusqu'au niveau de la Sénat pour dire telle personne n'est plus, mais est-ce qu'il y a vraiment un contrôle à ce niveau? Non, il peut y avoir un contrôle. Écoutez, généralement, quand on va à un bureau de vote, c'est bien sérieux. On sait qu'on n'aura pas plus de 500 électeurs à un bureau de vote. Les partis ont des délégués qui sont présents, qui plus ou moins reviennent du milieu et donc connaissent les acteurs. Ils peuvent relever le fait que tel n'est plus sur la liste, ne devait plus voter tout simplement parce que décès s'en est suivi. Et moi, je dis que la conscience devait nous dire, quand on arrive devant ces cas-là, de se retenir, de s'abstenir justement, d'aller exprimer le vote en question. Mais ceci dit, c'est une procuration qui est donnée. Et celui qui a cette procuration-là, il peut arriver que de bonne foi, elle a exprimé sans savoir justement qu'il y a eu le cas de décès. Moi, il ne faut pas s'en tenir à cela. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une prérogative. Puisque l'obligation de vote existe, la loi fait l'obligation d'aller voter, c'est un. Et quand vous êtes empêché, que vous ne pouvez pas exprimer comme il se doit votre choix, la loi vous donne encore cette prérogative-là de soit choisir un mandataire quand vous vous retrouvez toujours dans votre circonscription et que vous ne pouvez pas l'exprimer, la loi vous donne cette possibilité d'aller vers la procuration. Et s'il se fait que vous êtes hors justement de votre circonscription électorale, si vous êtes loin de votre bureau de vote pour raison de mission, d'affectation ou de ce qui rentre en ligne de compte, vous avez la possibilité de montrer que vous êtes sur la liste électorale. Alors vous avez la possibilité, si vous avez un ordre de mission, un titre d'affectation et tout ce qu'il faut, montrer en fait que vous êtes dans une situation d'incapacité de voter dans votre circonscription et que vous êtes hors de cette circonscription et que par conséquent, la loi vous donne cette possibilité-là de voter par dérogation. Il y a, c'est généralement des acteurs bien déterminés qui sont connus, c'est des directeurs qui, pendant la période de vote, sont en mission ou affectés. C'est soit un enseignant qui a une lettre d'affectation
ou bien vous allez pour une mission ponctuelle, vous ne pouvez pas revenir avant le vote, vous présentez, vous pouvez voter par dérogation si vous attestez justement que vous êtes loin de votre circonscription électorale. Victor, on entend souvent au cours du scrutin certains partis politiques qui envoient des mandataires. Est-ce qu'il y a c'est quoi en fait la différence entre ces mandataires qu'envoient les partis politiques au sein d'un poste de vote le jour du scrutin et les mandataires généralement connus? Voilà. Ça, c'est encore une autre catégorie de mandataires qui reçoivent un mandat. Alors, vous savez que pour le scrutin qui se déroule, la loi donne la possibilité aux partis politiques ou bien aux candidats de se faire représenter dans tous les bureaux de vote. C'est généralement les délégués des partis politiques ou les délégués des candidats. Ils reçoivent mandat donc d'un candidat ou d'un parti politique pour le représenter dans un bureau de vote donné, de sorte à suivre tout le processus et à bien vouloir faire des observations sur la fiche quand il en vient qu'il a eu des irrégularités. Et au besoin, remonter justement les informations nécessaires pour la sincérité du vote à son mandataire, donc au candidat ou au parti, de ce que dans un bureau de vote X donné, où je suis délégué, il y a des situations fâcheuses qui ne sont pas bien, de sorte que ces candidats ou ces partis politiques prennent des mesures correctives. Sinon, écoutez, bonjour les dégâts. On retiendra que ces gens de mandataires ne représentent que les candidats ou les partis en compétition. C'est les yeux des candidats et ils doivent suivre le bon déroulement du scrutin, quitte à rendre compte ou faire des observations au niveau de la compilation, de sorte que ce soit pris en compte. C'est important parce que les observations faites par ces délégués peuvent amener à influencer les résultats une fois qu'interviennent les différents contentieux. Parce que la Cour aura à regarder justement les observations faites pour apprécier justement quand vient le contentieux de la juste attitude à avoir face aux résultats qui sont donnés dans un bureau de vote. Merci Victor Bokor, c'était le vote par procuration et par dérogation pour questions électorales. On se dit à demain pour de nouvelles questions électorales, à moins que Victor Bokor ait un mot de fin. Non, juste comme j'ai l'habitude de le faire, écoutez, la période électorale rime avec des envolées en termes de messages, en termes de comportement. Oui. Il faut saisir toujours cette occasion-là pour inviter nos populations à aller sereinement dans la pré-campagne, mais oui, à faire cette marche-là sereine également vers le 8 janvier et éviter justement les situations qui pourraient compromettre dangereusement la paix. Donc, et population, et partis politiques, oui, et les différents acteurs qui sont impliqués dans le processus ont l'obligation d'avoir la juste attitude pour nous permettre d'aller sereinement le 8 janvier exprimer notre devoir. Merci Victor Bokor. Je rappelle qu'il est expert électoral et j'étais en compagnie de Modeste Dossou-Togbe. Oui, amis téléspectateurs, ce sera tout. Et on espère quand même que vous avez pu faire la nuance entre dérogation et procuration et que vous savez désormais quelle conduite à tenir et qu'il faut respecter le délai de 15 jours et aller à la Sénat pour quand même prendre ce formulaire de procuration. Merci. On se dit donc à demain pour de nouvelles questions électorales. D'ici là, portez-vous bien.